L'empereur qui transforma un garçon en épouse. Imaginez la scène. Vous arpentez les rues de la Rome antique en l'an 67 après Jésus-Christ. Soudain, vous apercevez l'empereur en personne. Néron traverse le forum au bras de celle qui semble être sa nouvelle épouse. Une jeune femme d'une beauté saisissante, drapée de soie et couverte de joyaux. Mais autour de vous, les murmures se propagent comme un poison. Car tous connaissent la vérité terrifiante. Cette femme qui marche aux côtés de l'homme le plus puissant du monde était, quelques mois plus tôt, un adolescent nommé Sporus. Et ce que Néron lui a fait représente l'une des violences psychologiques et physiques les plus dérangeantes jamais consignées dans les chroniques de l'histoire. Ce que vous allez découvrir n'est pas qu'un énième récit d'excès romain. C'est l'histoire de la façon dont le pouvoir absolu peut transformer l'amour en obsession, le deuil en folie, et un être humain en poupée vivante créé pour servir les fantasmes tordus d'un seul homme. Le nom de Sporus ne vous est peut-être pas familier, mais son histoire vous hantera longtemps après avoir terminé cette écoute. Si ces récits oubliés vous fascinent, abonnez-vous à Historicus pour découvrir d'autres chapitres effacés de l'histoire. Car aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des drames les plus sombres de la Rome impériale. Revenons maintenant à notre récit, l'ascension et la chute d'un empereur. Commençons par l'architecte de cette tragédie. Néron n'est pas né dans le mal. En réalité, ses premières années de règne montrèrent un potentiel remarquable. Lorsqu'il accéda au trône à seulement 16 ans, de nombreux Romains crurent assister à l'aube d'un âge d'or. Il réduisit les impôts, finança des divertissements publics et se produisit même dans des représentations théâtrales qui enchantèrent le peuple. Mais le pouvoir absolu a cette capacité étrange de corrompre même les âmes les plus prometteuses. Et vers l'an 65 après Jésus-Christ, quelque chose s'était fondamentalement brisé dans l'esprit de l'empereur. Peut-être était-ce la paranoïa constante qui vient avec la certitude que tous ceux qui vous entourent convoitent votre position. Peut-être était-ce l'isolement d'être la seule personne dans un empire de 60 millions d'âmes à ne jamais pouvoir être contredite, jamais être défiée, jamais être informée de ses erreurs. Ou peut-être était-ce ce qui arriva à la seule personne qu'il prétendait aimer plus que la vie elle-même. Elle s'appelait Poppée Sabine. Elle était tout ce que Néron pensait désirer chez une femme. D'une beauté au-delà de toute description, assez intelligente pour rivaliser avec sa propre vision grandiose de lui-même et suffisamment ambitieuse pour partager ses rêves de gloire éternelle. Mais Poppée n'était pas qu'un joli visage à la cour impériale. Elle possédait le genre d'instinct politique acéré qui faisait d'elle une alliée formidable ou une ennemie dangereuse. Quand Néron posa pour la première fois les yeux sur Poppée, il était déjà marié à Octavie, la fille de l'empereur précédent. C'était un mariage politique froid et sans amour. Poppée représentait tout ce qu'Octavie n'était pas. Là où Octavie était silencieuse et réservée, Poppée était vivace et autoritaire. Là où Octavie cherchait à éviter l'attention, Poppée se délectait d'être au centre de tous les regards. La liaison entre Néron et Poppée commença comme un scandale romain typique. Mais ce qui débuta comme un adultère évolua rapidement en quelque chose de bien plus dangereux, une obsession véritable. Néron n'était pas simplement attiré par la beauté de Poppée. Il était consumé par elle d'une manière qui terrifiait même ses conseillers les plus proches. Les historiens antiques décrivent le comportement de Néron durant cette période comme de plus en plus erratique et possessif. Il entrait dans des rages meurtrières si d'autres hommes regardaient Poppée trop longtemps lors de fonctions publiques. Il commença à poster des gardes autour d'elle en permanence, ostensiblement pour sa protection. Mais en réalité, pour surveiller chacune de ses interactions, il la couvrit de cadeaux qui vidèrent le trésor impérial. Des joyaux d'Inde, des soies de Chine, des parfums d'Arabie. Mais peut-être plus révélateur encore, il commença à remodeler la réalité elle-même
pour accommoder son obsession. D'abord, il divorça d'Octavie, un geste choquant qui aliéna de nombreux partisans. Puis, il annonça son intention d'épouser Poppée lors d'une cérémonie impériale complète. Le mariage fut un spectacle d'un luxe sans précédent, Néron n'épargnant aucune dépense pour démontrer sa dévotion. Même le mariage ne put satisfaire le besoin de Néron de posséder Poppée complètement. Il commença à l'isoler de sa famille et de ses amis, l'entourant de personnes qui devaient leur position entièrement à sa faveur. Il commanda des dizaines de portraits et de sculptures d'elle, non seulement pour l'affichage public, mais pour ses chambres privées, afin de pouvoir contempler son image, même lorsqu'ils étaient séparés. Les sources antiques nous disent que Néron passait parfois des heures simplement à observer Poppée, vaquer à ses activités quotidiennes. Ce n'était pas de la dévotion romantique, c'était le comportement de quelqu'un qui avait confondu l'amour avec la possession, qui voyait un autre être humain non comme une personne indépendante, mais comme un bel objet existant uniquement pour son plaisir. Poppée, de son côté, semblait comprendre le jeu dangereux auquel elle jouait. Elle était assez intelligente pour reconnaître que sa beauté et l'obsession de Néron lui donnaient un pouvoir sans précédent, mais aussi assez perspicace pour réaliser que ce pouvoir comportait d'énormes risques. Elle commença à utiliser son influence pour faire avancer les intérêts de sa famille, construisant un réseau de partisans qui la protégeraient si les affections de Néron venaient à faiblir. Mais Poppée avait un défaut fatal. Elle n'avait pas peur de tenir tête à Néron. Contrairement à tous les autres, à la cour impériale qui avait appris à anticiper les humeurs de l'empereur, Poppée conservait son indépendance d'esprit. Elle argumentait avec lui sur des décisions politiques, critiquait ses poursuites artistiques et se moquait même de ses performances quand elle les jugeait médiocres. Le meurtre qui brisa un empereur. Les détails de ce qui se passa ce jour fatidique de l'an 65 varient selon l'historien antique que l'on consulte, mais le résultat fut toujours le même. Durant ce qui commença comme une dispute domestique ordinaire, certaines sources parlent du retour tardif de Néron, des courses de chars, d'autres de ses poursuites théâtrales. L'empereur perdit le contrôle d'une manière qui le hanterait à jamais. Selon Tacite, l'argument s'intensifia quand Poppée osa critiquer les priorités de Néron, suggérant qu'il se souciait davantage de son image publique que de ses responsabilités en tant que mari et père. Elle était enceinte à ce moment-là, portant ce qui aurait été leur deuxième enfant, et peut-être le stress la rendait-elle moins disposée à tolérer le comportement de plus en plus erratique de Néron. Ce qui suivit a été débattu par les historiens pendant des siècles, mais le consensus est que Néron, dans un accès de rage, frappa ou donna un coup de pied à sa femme enceinte avec une telle force brutale qu'elle subit des blessures internes fatales. Certaines sources suggèrent qu'il s'agissait d'un seul coup à l'abdomen. D'autres décrivent une attaque soutenue qui la laissa saignante et inconsciente sur le sol de marbre. Imaginez le moment où Néron réalisa ce qu'il avait fait. L'homme qui commandait 30 légions, qui pouvait faire exécuter quiconque d'un mot, qui était vénéré comme un dieu dans les provinces orientales, venait de détruire la seule chose qui lui importait réellement. La femme pour laquelle il avait développé une obsession mourrait à cause de sa propre violence incontrôlée. Les sources antiques décrivent la scène qui suivit comme l'une des plus pathétiques de l'histoire impériale. Néron se serait jeté sur le corps de Poppée, alternant entre lui demander pardon et lui ordonner de vivre, comme si son autorité impériale s'étendait même sur la mort elle-même. Il convoqua les meilleurs médecins de Rome, leur offrant des fortunes pour sauver sa vie, les menaçant de torture s'ils échouaient. Mais il était trop tard. Poppée mourut en quelques heures, emportant avec elle l'enfant à naître qui aurait pu être l'héritier de Néron. À ce moment-là, quelque chose de fondamental se brisa dans l'esprit de l'empereur. Le deuil qui suivit
n'était pas qu'une dévastation émotionnelle, c'était une rupture complète avec la réalité. Le deuil de Néron devint légendaire. Il refusa de faire brûler le corps de Popée selon la coutume romaine, le faisant plutôt embaumer et placer dans un tombeau plus élaboré que ceux des empereurs précédents. Il la déclara divine, établit un culte en son honneur, et passa des jours à parler à son cadavre comme si elle pouvait encore l'entendre. La cour impériale devait maintenant naviguer dans un paysage encore plus traître. Les courtisans étaient censés participer à la fiction que Popée était encore en vie d'une certaine manière, se référant à elle au présent et laissant son siège préféré vide lors des banquets. Quiconque suggérait que l'empereur devrait passer à autre chose était immédiatement exilé ou pire. Si l'histoire de cette folie impériale vous captive, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Historicus. Nous explorons chaque semaine les chapitres les plus sombres de l'humanité que les livres d'école ont oubliés. L'apparition de Sporus. Ce fut durant cette période que Sporus entra pour la première fois dans le champ de vision de Néron, bien que le jeune homme n'ait aucune idée qu'il marchait vers un cauchemar. Sporus avait probablement autour de 14 ou 15 ans, né dans l'esclavage dans la maison impériale et affranchi enfant. Il avait été élevé dans les murs du palais, recevant une éducation qui le préparait à des tâches administratives. C'était en réalité une position de privilège relatif. Les affranchis au service impérial jouissaient souvent de meilleures conditions que les citoyens de naissance des classes inférieures. Mais ce privilège s'accompagnait d'une dépendance complète envers la faveur impériale. Les affranchis devaient tout à la générosité de leur ancien maître, créant une vulnérabilité absolue. Ils pouvaient être élevés à une grande influence, mais aussi écartés, punis ou tués sur un caprice sans aucun recours légal. Ce qui rendait Sporus spécial aux yeux de Néron n'était ni son intelligence ni ses compétences, c'était son visage. De multiples sources antiques s'accordent sur le fait que le jeune homme portait une ressemblance troublante avec la défunte Popée, particulièrement autour des yeux et de la délicate structure osseuse. Dans un monde où les Romains croyaient que la ressemblance physique indiquait une connexion spirituelle plus profonde, cette similitude aurait semblé presque surnaturelle. La première fois que Néron vit Sporus après la mort de Popée, quelque chose se déclencha dans l'esprit brisé de l'empereur. Voici une chance d'annuler l'irréversible, de ramener ce qu'il avait détruit. La ressemblance était si frappante que pendant un moment, Néron a peut-être réellement cru voir l'esprit de Popée revenu sous une nouvelle forme. Bien sûr, il y avait un problème évident. Sporus était un homme, mais pour quelqu'un qui s'était convaincu d'être un dieu, qui avait passé des mois à parler à un cadavre, changer le genre de quelqu'un semblait un obstacle mineur. La transformation, forcée. Ce qui suivit représente l'un des actes de cruauté les plus calculés de l'histoire humaine. Néron ne décida pas simplement de forcer Sporus à s'habiller en femme. Il décida de rendre la transformation permanente. L'empereur convoqua les meilleurs médecins de Rome et leur ordonna de pratiquer une opération chirurgicale sur le jeune homme, uniquement pour le faire paraître plus féminin. Ce n'était pas qu'une mutilation, c'était la destruction systématique de l'identité de Sporus en tant qu'être humain. La procédure était dangereuse, douloureuse et irréversible, résultant souvent en mort par infection ou perte de sang. Mais même si Sporus survivait, il serait à jamais changé physiquement, émotionnellement et socialement. Il ne pourrait jamais avoir d'enfant, jamais vivre de relations normales, ne serait même jamais considéré comme pleinement masculin par la société romaine. La chirurgie eut lieu dans le palais impérial, dans des quartiers spécifiquement préparés à cet effet. Les procédures chirurgicales antiques étaient primitives, s'appuyant sur des instruments basiques et des anesthésiques rudimentaires. Le processus aurait été atroce, durant des heures avec un risque significatif de décès.
Sporus aurait été maintenu par des gardes, pendant que les médecins approchaient avec leurs instruments, sachant que ces cris tomberaient dans des oreilles sourdes. Une fois que Sporus se fut rétabli, un processus prenant des semaines ou des mois, Néron annonça quelque chose qui choqua même les aristocrates, romains, blasés. Il allait épouser le jeune homme lors d'une cérémonie de mariage impériale complète. Les préparatifs prirent des mois et consommèrent d'énormes ressources. Sporus reçut un nouveau nom, Sabine, d'après l'impératrice décédée, et fut déplacé vers des quartiers spéciaux où il pouvait être préparé pour son nouveau rôle. Les couturières impériales créèrent une garde-robe entière, concevant des robes qui flatteraient sa physionomie modifiée et cacheraient les caractéristiques masculines restantes. Les maîtres joailliers façonnèrent des ornements spécifiquement pour lui, beaucoup incorporant des gemmes qui avaient autrefois appartenu à Popée elle-même. Ce n'étaient pas que des accessoires, c'étaient des liens tangibles avec la femme morte, des rappels physiques de la personne que Sporus était forcé de remplacer. Les artistes du maquillage lui enseignèrent des techniques cosmétiques pour féminiser ses traits. Ils lui montrèrent comment utiliser du charbon pour faire paraître ses yeux plus grands, comment appliquer du fard à joues pour des joues rosées, comment utiliser des poudres pour adoucir les angles du visage. Ces leçons n'étaient pas qu'une question d'apparence, c'étaient des exercices d'effacement systématique de son identité originale. Les coiffeurs l'instruisirent dans les techniques de coiffure élaborées à la mode parmi les femmes aristocratiques romaines. Ses cheveux furent coupés, bouclés et arrangés en motifs complexes, incorporant souvent des ornements coûteux. Le processus pouvait prendre des heures chaque jour, nécessitant plusieurs serviteurs et des outils en métal chauffé. Mais peut-être les leçons les plus psychologiquement dommageables furent celles concernant le comportement et le maintien féminin. Sporus se vit assigner des tuteurs qui lui enseignèrent comment marcher, s'asseoir et gesticuler de manières appropriées à une dame. Il apprit comment tenir ses mains, positionner ses pieds, arranger ses vêtements lorsqu'il était assis et se déplacer dans l'espace en transmettant la grâce plutôt que la force masculine. Des coachs vocaux travaillèrent avec lui pour modifier ses schémas de parole, lui enseignant à parler dans des tons plus aigus et à adopter des manières linguistiques associées au discours féminin. C'était peut-être l'aspect le plus difficile, car les schémas vocaux sont profondément ancrés et difficiles à changer consciemment. Pouvez-vous imaginer la torture psychologique de cette transformation? Chaque jour, Sporus était forcé de se regarder dans des miroirs, reflétant un étranger portant son visage. Chaque leçon de comportement féminin lui rappelait que son identité était systématiquement effacée. Chaque bijou qui avait autrefois orné une femme morte était maintenant une chaîne le liant à un rôle qu'il n'avait jamais choisi. Si cette descente dans l'horreur vous bouleverse autant qu'elle devrait, partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent ces vérités enfouies. Et abonnez-vous à Historicus pour ne manquer aucun de nos documentaires sur les faces cachées de l'histoire, le mariage grotesque. Le mariage fut programmé pour le printemps 67 après Jésus-Christ, pour coïncider avec des festivals religieux qui ajouteraient du poids cérémoniel. Néron n'épargna aucune dépense, le traitant comme un mariage impérial légitime, digne du plus grand empereur de l'histoire romaine. La cérémonie eut lieu dans la plus grande salle du palais, décorée de fleurs importées et illuminée par des milliers de lampes à huile. Des musiciens jouèrent des chants de mariage traditionnels, tandis que des serviteurs offraient les meilleurs vins et délices. Pour les observateurs extérieurs qui ne connaissaient pas toute l'histoire, cela aurait pu ressembler à un mariage impérial normal. Mais ceux qui étaient au courant comprenaient qu'ils assistaient à quelque chose de sans précédent et de dérangeant.
Voici l'homme le plus puissant du monde, épousant publiquement un adolescent chirurgicalement modifié, habillé comme sa femme morte. La cérémonie incluait tous les rituels romains traditionnels, échange de vœux, jonction des mains, partage de pain sacré, signature de documents légaux, rendant cette union officielle. Les invités jouèrent leur rôle avec des compétences d'acteurs accomplis, offrant des félicitations et des cadeaux coûteux tout en maintenant une joie appropriée. Mais l'atmosphère devait être épaisse d'horreur à peine dissimulée, de fascination et de l'énergie nerveuse qui accompagne la participation à quelque chose de fondamentalement mauvais, la vie dans l'ombre de Popée. Après le mariage, Néron traita Sporus exactement comme il aurait traité une impératrice légitime. Le jeune homme reçut son propre personnel domestique, des quartiers dans le complexe du palais et un revenu du trésor impérial. Il avait sa propre litière pour voyager, des chevaux pour monter et une suite de partisans. Mais tout ce luxe apparent venait avec un prix terrible. L'effacement complet de son identité originale et la performance constante d'un rôle psychologiquement dévastateur, Sporus était censé accompagner Néron aux fonctions publiques, s'asseoir à ses côtés lors de dîners d'État et jouer l'épouse dévouée dans toutes les interactions. Ce n'était pas qu'une question d'apparence. Néron semblait véritablement croire qu'il avait réussi à ressusciter Popée. Il appelait Sporus par le nom de sa femme décédée, remémorait des souvenirs partagés qui n'avaient jamais eu lieu et attendait des réponses maintenant l'élaborate fiction. Pour Sporus, chaque jour devenait une performance à hauts enjeux, où la moindre erreur pouvait signifier la mort. Il devait se rappeler non seulement comment regarder et agir comme une femme, mais comment répondre comme s'il était Popée elle-même. Quand Néron mentionnait des événements de son mariage précédent, Sporus devait réagir comme s'il s'en souvenait personnellement. Les sources antiques décrivent Sporus comme devenant de plus en plus habile dans cette tromperie, développant une capacité presque surnaturelle à anticiper les humeurs de Néron et à répondre de manière appropriée. Mais elles notent aussi qu'il devint plus retiré et mélancolique au fil du temps, bien qu'il continuât à jouer son rôle, assigné parfaitement en public. La tension psychologique est presque impossible à imaginer. Chaque matin, Sporus se réveillait dans des pièces décorées pour lui rappeler une femme morte qu'il n'avait jamais rencontrée. Chaque reflet dans un miroir ne portait aucune ressemblance avec son apparence originale. Chaque conversation nécessitait de prétendre être quelqu'un d'autre, d'avoir des souvenirs et des expériences qui n'étaient pas les siens. Pendant plus de 2 ans, Sporus vécut cette existence bizarre, mais son calvaire atteignit de nouveaux sommets, quand Néron décida de faire une tournée en Grèce. L'empereur se considérait comme un artiste et était impatient de concourir dans des festivals grecs où il croyait que ses talents seraient correctement appréciés. Naturellement, Sporus l'accompagna, exhibé aux dignitaires étrangers comme l'impératrice de Rome. Imaginez les aristocrates grecs essayant de donner un sens à leurs conquérants voyageant avec un adolescent habillé en femme, exigeant que tout le monde traite cette fiction évidente comme une réalité. La chute de Néron et le destin de Sporus. Mais en l'an 68 après Jésus-Christ, les excès de Néron avaient finalement poussé l'establishment romain trop loin. Des rébellions éclatèrent à travers l'Empire, menées par des gouverneurs fatigués du comportement erratique de l'empereur et de sa négligence de la gouvernance. La garde prétorienne déclara son opposition au règne continu de Néron, et le Sénat le condamna comme ennemi de l'État. Quand Néron finit par fuir Rome avec un petit groupe de partisans, Sporus était parmi eux. Même face à la mort, l'empereur ne pouvait laisser derrière lui son rappel vivant de Popée. Ils se terrèrent dans une villa à l'extérieur de Rome, attendant soit le sauvetage, soit la capture, tandis que Néron alternait entre des plans d'évasion grandioses et des préparatifs théâtraux pour le suicide. Quand la nouvelle arriva que les ennemis se rapprochaient,
Néron choisit finalement la mort plutôt que la capture. Mais son suicide laissa Sporus incroyablement vulnérable, en tant que l'un des symboles les plus visibles du règne de Néron. Il était à la fois un prix précieux et un passif dangereux pour quiconque réclamerait le pouvoir ensuite. Ce qui suivit fut peut-être d'encore plus tragique. Sporus devint un pion politique, passé d'un homme puissant à un autre, comme une propriété de valeur. D'abord réclamé par Nymphidius Sabinus, puis par Othon, puis par Vitellius, chacun le traitant comme Néron l'avait fait, le gardant habillé en femme et l'appelant par le nom de Popée. Ce fut sous Vitellius que le cauchemar de Sporus atteignit sa conclusion ultime. Le nouvel empereur décida de l'utiliser pour un divertissement public au Colisée, spécifiquement dans une reconstitution de scènes mythologiques impliquant violence et humiliation. Pour Sporus, cela représentait la dégradation ultime, être sexuellement humilié devant des milliers de personnes pour leur amusement. Si le destin de Sporus vous touche, laissez un commentaire pour honorer sa mémoire et n'oubliez pas de vous abonner à Historicus pour continuer à explorer avec nous les destins oubliés qui ont façonné notre monde. Le dernier acte de défiance. Plutôt que de se soumettre à cette humiliation finale, Sporus fit le seul choix qui fut véritablement le sien depuis des années. Il mit fin à ses jours, probablement par poison, quelque part en l'an 69 après Jésus-Christ. Il n'avait probablement pas plus de 20 ans. Dans la mort, Sporus échappa enfin au théâtre grotesque qui avait consumé sa vie. Son histoire devint un récit d'avertissement sur les dangers du pouvoir absolu et le coût humain des excès impériaux. Mais les historiens antiques semblaient moins intéressés par Sporus en tant que personne que comme symbole de décadence impériale. Ce qui rend son histoire si hantante n'est pas seulement l'abus qu'il a enduré, mais la manière dont il fut systématiquement dépouillé de son identité et de son autonomie. Dès le moment où Néron décida qu'il ressemblait à Popée, Sporus cessa d'exister en tant qu'individu et devint plutôt une toile pour les fantasmes tordus de l'empereur. Le fait que Sporus ait choisi la mort plutôt que l'humiliation supplémentaire suggère que quelque part sous les couches de féminité forcée et de conditionnement impérial, une étincelle de son moi original survécut. Son suicide fut à la fois une tragédie et un dernier acte de défi, un refus d'être dégradé davantage, même au prix de sa vie. Peut-être plus tragiquement encore, nous ne savons presque rien de qui était Sporus avant sa transformation. Quels étaient ses espoirs et ses rêves? Que voulait-il faire de sa vie? Tout cela fut effacé quand il devint la poupée vivante de Néron, remplacée par une performance si complète que son identité originale disparut entièrement. Le garçon qui fut forcé de devenir une impératrice, qui endura des années d'abus psychologiques et physiques, qui choisit finalement la mort plutôt que la dégradation supplémentaire. Son histoire mérite d'être rappelée non seulement comme une curiosité de la Rome antique, mais comme un témoignage à la fois de la cruauté humaine et de la résilience humaine. En choisissant sa propre mort, Sporus reconquit la seule chose qui lui avait été refusée tout au long de sa vie adulte, le pouvoir de faire son propre choix concernant son destin. Son histoire nous rappelle que derrière chaque récit historique de grandeur impériale, il y a des histoires humaines individuelles de souffrance et de survie qui méritent notre attention et notre compassion, même à travers le vaste gouffre de 2000 ans. Si cette histoire vous a marqué, dites-le en commentaire. Pour plus de récits que l'histoire a tenté d'effacer, abonnez-vous à Historicus, car certaines vérités méritent d'être rappelées, même quand elles dérangent. Parce que l'histoire de Sporus n'est pas qu'un récit d'horreur antique. C'est un rappel que derrière chaque monument de marbre, chaque buste impérial, se cachent des vies brisées dont les noms ont presque disparu, mais dont la souffrance résonne encore à travers les millénaires.